Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 invités, Valérie Daubigny, Samy Biazoni, Xavier Leguet et Patrick Ivard. 3 sujets. Premier sujet, c'est Zemmour. Zemmour, qui sort un livre, est-il le perturbateur de la prochaine élection présidentielle? Premier sujet. Deuxième sujet, Agnès Buzyn et tous les autres ministres qui, à un moment ou à un autre, vont être confrontés à la justice, puisque Agnès Buzyn vient d'être mise en examen. Troisième sujet, 2 études viennent de paraître, études qui parlent de l'opinion des Français. Dans quel état les Français sortent-ils de la crise de Covid? C'est exactement ce qu'on va regarder. Et comme ces études sont pas mal prédictives des résultats à l'élection présidentielle, qui sera le sujet qui va nous occuper dans les mois qui viennent, je pensais intéressant de revenir là-dessus. Allez, à tout de suite pour le premier sujet. Premier sujet, Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, il sort un livre. Alors, les chiffres sont vertigineux. Il a annoncé lui-même que le livre a tiré à 200 000 exemplaires et qu'il y en avait, première mise en place, 150 000 mis en place dans les librairies. C'est assez faramineux. C'est un tirage de Goncourt. Bien, ce livre, il s'appelle « La France n'a pas dit son dernier mot ». On peut voir aussi une couverture qui ressemble pas mal à une affiche électorale. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que Zemmour, avec ce livre qui annonce sans doute sa candidature, est-ce que c'est le perturbateur qui va faire tout changer pour l'élection présidentielle? Et je me tourne vers vous, Patrick. Alors, le livre, je vais lire avec intérêt, Franck, il n'y a pas de problème. C'est vrai que Zemmour, c'est quand même quelqu'un qui tranche un peu dans le paysage politique actuel. Maintenant, je suis un petit peu embêté. Parce que, bien évidemment, Zemmour, j'aime beaucoup. Je regardais toutes ses émissions quand il passait à la télévision, sur CNews à 19h, etc. Très intéressant. Mais j'ai un petit souci, c'est que j'ai quand même le sentiment que ce qu'il dit, il y en a d'autres dans le paysage politique qui le disent déjà. Et dans la course présidentielle, est-ce que ça ne fait pas un petit peu double emploi, Zemmour? Je pense à Marine Le Pen, très clairement. Vous dites ça parce que vous êtes membre du Rassemblement national. Absolument. Et que finalement, au Rassemblement national, il y a un peu de crainte, ça tremble un peu. Est-ce que finalement, Zemmour, il n'est pas celui qui va prendre la place de Marine Le Pen? C'est pas franchement de la crainte, parce que les sondages, doit-on croire aux sondages, on en parlera, mais les sondages donnent à peu près Marine Le Pen autour de 20%, et puis Zemmour, même s'il monte un peu, il le donne autour de 10%. En général, si quelqu'un doit se rallier à l'autre, c'est plutôt celui qui fait 10 qui se rallie à celui qui fait 20, et pas l'inverse. Donc c'est pas vraiment de la crainte, sauf peut-être si Zemmour va au bout de semble-t-il, son projet présidentiel, s'il se présente, c'est pas encore tout à fait certain. Mais s'il se présente, le gros danger, c'est quoi? C'est que ni lui, ni Marine Le Pen ne soient au deuxième tour. Et ça, alors là, il aurait tout réussi. Franchement, Zemmour, si c'est ça, c'est pas bon. Parce que si les deux font 14% et que Xavier Bertrand fait 15%, c'est lui qui se retrouvera au deuxième tour contre Macron. Et là, ça sera un échec total. Sachant que l'affaire de LR, des Républicains, n'est pas encore tranchée. C'est pas encore tranché parce que ça sera peut-être Pécresse. Et là, on verra bien ce que ça donnera. Maintenant, Zemmour, une fois de plus, moi, j'aime beaucoup. Je vais lire son livre, je suis toutes ses émissions. Mais le petit souci, c'est ça. C'est que. C'est quoi le souci? Le souci, c'est qu'il fasse en sorte qu'il n'y ait aucun patriote qui soit au deuxième tour de la présidentielle. C'est ça le problème. Samy, je me tourne vers vous. Vous avez lu comme moi les bonnes pages qui sont parues dans le Figaro, Figaro Magazine de ce week-end. Est-ce que vous avez regardé ça de manière un peu programmatique? Vous avez regardé le bonhomme, comme Patrick Ivard le fait? Ou est-ce que vous avez regardé ça en me disant, est-ce que c'est un candidat crédible? Comment vous avez vu ça? Bon, alors, on sent bien que depuis le début, et en réalité depuis la convention de la droite, où il est arrivé cravaté, main sur le pupitre, il s'est positionné comme un candidat. Maintenant, il assume une position qui consiste à dire qu'il n'est un citoyen que jusqu'au moment où il se déclarera. Et là, en fait, ce livre est un parfait résumé de cette stratégie. On a une affiche qui est clairement une affiche présidentielle. D'ailleurs, il le dit, ça inspire d'une affiche de Trump. C'est une réplication d'une affiche de Trump. Et en même temps, lorsqu'on lit l'ouvrage, on a ici une forme de journal. On a quelque chose qui s'apparente à un journal hagiographique. C'est-à-dire qu'on a une succession de scénettes où Éric Zemmour, journaliste, pré-candidat sans le dire, rencontre les grands décideurs français, les grands acteurs de la politique française. Et
à chaque fois, essaye de démontrer qu'une de ses thèses est en fait universellement partagée, qu'il est isolé en apparence, mais en fait qu'il est soutenu en réalité. Et c'est le but de ce livre-là, c'est de positionner le futur candidat Zemmour comme, en réalité, celui qui incarne ce que tout le monde pense tout bas et ce qu'il ose, lui seul, dire tout haut. D'accord. Ce qui en fait une sorte de héros de la pensée. Parce que vous êtes je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes docteur en philosophie. Vous êtes auteur d'un certain nombre d'ouvrages, mais vous êtes docteur en philosophie. Ça le crédibilise, un bouquin comme ça? Ou finalement, parce que dans la vie, on dit que ceux qui ont besoin de se justifier, il y a un petit loup, quoi. Soit on est droit dans ses bottes et on n'a rien besoin de dire, soit on passe son temps à se justifier, mes thèses sont les bonnes, et à ce moment-là... Il n'en est plus là. En fait, il le dit lui-même. Il dit, c'est son fils. Il relate que son fils lui dit, tu as gagné la bataille des idées, maintenant, il faut mettre en application. Sinon, on ne changera pas la France. On n'a jamais raison seul. Donc, le but du livre, c'est de réaliser cette bascule, finalement, entre quelqu'un qui, comme une figure d'intellectuel, a plutôt conquis le terrain des idées, selon lui en tout cas, et celui qui va pouvoir les mettre en œuvre. Et ce livre-là, c'est la jonction entre les deux. C'est pour ça qu'en réalité, c'est ni un ouvrage programmatique, ni un ouvrage philosophique, ni un ouvrage intellectuel, ni un roman. C'est un peu de tout ça en même temps. C'est aussi un journal. On retrouve beaucoup de style et d'inspiration dans ce qui semble être cet ouvrage. D'accord. Valérie Daubigny. Alors c'est drôle parce que vous êtes responsable associative, intéressée par la culture et la jeunesse. Est-ce que c'est un livre que vous allez laisser traîner sur la table de votre maison? Je sais que vous avez beaucoup d'enfants. Bien sûr, c'est un livre, et les pages que nous avons pu lire, on sent, c'est très accrocheur, on est très, c'est du Z comme Zemmour, hein, à la fin de l'envoi, je touche souvent. Hein. Et en revanche, je préviendrai bien les lecteurs que ce n'est pas évidemment un programme. Je dirais que c'est un peu un métaprogramme, vous voyez, et c'est bien Zemmour, ça, et c'est bien ce que l'on aime chez lui, parce que si on peut, sans parler de ces questions pour l'instant électorales, il n'a pas encore dit qu'il était candidat. Ah, il l'est. Il dit lui-même qu'il est le maître des horloges, encore un maître des horloges qui arrive pour régler notre vie politique, soit dit en passant. Mais je pense qu'en revanche, ce qu'on peut vraiment lui reconnaître et que l'on retrouve dans son livre, c'est toute cette avancée sur le plan de la fierté nationale qu'il a remise et qu'il a redonnée, ce que j'observe dans mon entourage et au-delà, il l'a redonnée aux personnes âgées. Personnes âgées devant CNews qui entendaient parler d'histoire, l'application pour aujourd'hui. Elles ont souffert, les personnes âgées, dans les mois qui ont précédé. On en parlera dans le 3e sujet. Beaucoup se sont dit, oui, effectivement, et notre pays tient la route. Il l'a redonnée aux jeunes. On le sent aussi énormément. Il redonne aussi cette fierté à tous les étrangers qui les personnes d'origine étrangère qui se sont assimilées, comme lui. Vous voyez, et qui finissaient par douter aussi. Ça, c'est un groupe très important. Et puis, on observe, écoutez, que ce soit dans les classes populaires ou les classes socio-professionnelles aisées, il touche. Donc là, ça se sent. Et dans tout son livre, en fait, ce sont tous ces aspects, moi, véritablement, j'apprécie. C'est vrai que dans tous les combats, le combat culturel que l'on mène, chacun avec nos armes depuis des années, eh bien, toutes ces personnes qui ont mené le combat culturel, il dit, vous aviez raison. Bon, rien que pour ça, la candidature Zemmour, moi, je l'apprécie, je la goûte. Merci. Xavier Leguet. Vous êtes un zemmourophile? Je ne suis pas zemmourophile jusqu'au bout, je n'en sais rien. Zemmourolâtre comme Valérie Daubigny? Eh ben, écoutez, moi je suis en tout cas assez content de voir qu'Éric Zemmour occupe un espace médiatique en ce moment qui lui permet de, encore une fois, faire passer ses idées, encore une fois discuter des thématiques qu'il apprécie, puisque Éric Zemmour tel qu'on le connaît, ça fait 15 ans qu'on le voit sur les plateaux télévisés, ça fait 15 ans qu'on lit ses livres, on a lu Petit Frère, on a lu le Premier Sexe, etc. Et en fait, on se rend compte que ce qu'il dit dans son livre, dont on a lu les bonnes feuilles, mais qu'on entend aussi dans ses interventions télévisées, c'est en fait à la fois la continuité et la synthèse de toute sa pensée. Et ce qui est intéressant avec Éric Zemmour, c'est qu'il n'a pas varié. C'est-à-dire qu'en 15 ans, il a tenu des idées, il a tenu une ligne, et on ne peut pas lui reprocher de se contredire. Comme il n'a jamais couru après un électorat, puisque ce n'était pas un homme politique, il n'a pas eu besoin de se contredire en permanence pour essayer de faire plaisir à des segments électoraux comme d'autres, qui parfois, tous les 2 ans, changent d'avis, même sur des thématiques importantes. Donc avec Éric Zemmour, il y a une forme de cohérence, une forme de colonne vertébrale idéologique à laquelle on peut se raccrocher. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif.
objectif. Et je pense que dans le jeu politique, c'est aussi ça qui plaira aux gens. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui la connaissent très bien, puisque Zemmour, c'est un expert de la politique, mais pas un professionnel, au sens compétition électorale, etc. Il peut apporter une forme de sang neuf. Et là, je rejoins Valérie Daubigny quand elle dit qu'il redonne une certaine fierté à tout un tas de segments de la population. Moi, je le vois dans mon entourage, beaucoup de gens d'une trentaine d'années, 30-35 ans, dégoûtés de la politique, qui ne veulent plus voter, qui s'intéressent de très très près à la candidature d'Éric Zemmour, parce qu'il peut apporter une véritable plus-value. Contrairement à d'autres candidats qu'on voit depuis peut-être trop longtemps, et dont on ne veut plus parce qu'on ne peut pas leur faire confiance, tout simplement. Très bien. J'entends ça, je vois la transversale qui se fait entre vous deux. Pour autant, est-ce que les quelques sujets sur lesquels il s'exprime de manière régulière depuis 15 ans, est-ce que ça suffit pour en faire un candidat crédible à l'élection présidentielle, voire un président de la République qui pourrait remplacer Emmanuel Macron? Samy? C'est difficile à dire. Pour l'instant, je ne vous demande pas de prendre une position politique. Je vous dis juste, le citoyen français, en vous, sait qu'un président de la République doit avoir un certain nombre de cordes à son arc. Et d'ailleurs, beaucoup de cordes à son arc. C'est quand même un job difficile. Parler à la fois à Trump et à Merkel, réfléchir à la politique locale et avoir une vision très prospective de la situation économique française, c'est un job difficile. Est-ce que vous pensez que Zemmour, il est à ce niveau-là? Je comprends votre constat. Pour l'illustrer, il y a un sondage récent d'Ipsos qui à la fois montre qu'effectivement Zemmour est aujourd'hui autour de 7, 8, 9%, et qu'en même temps, lorsqu'on pose la question aux Français de savoir est-ce que Zemmour est crédible en tant que candidat, en tant que futur président de la République, il est très bas. C'est-à-dire c'est une des personnes les plus basses. Mais en même temps, ça s'explique parce que ce n'est pas un homme politique professionnel, et donc c'est plus difficile de le projeter en tant que tel. Donc il va devoir faire ses preuves outre mesure. Maintenant, sur le fond du sujet, il avance à pas feutré quelque part. C'est-à-dire que là, il est sur ces thématiques traditionnelles. Il a annoncé ses 5 I. Parmi les 5 I, il y a identité, il y a immigration. L'industrie viendra après. Et lorsqu'on abordera l'industrie, on abordera les sujets économiques. Il est, et c'est assez compréhensible finalement, sur ces terrains de prédilection, il n'a pas besoin de varier. Et sans varier d'un pouce par rapport à sa ligne, en réalité, on voit qu'il conquiert simplement parce qu'il avance, il s'assume, il prend un espace médiatique en tant que candidat qu'il n'avait pas avant, et ça, mécaniquement, aujourd'hui, ça le propulse. Je finis sur un point. Il a comme modèle, et on va pouvoir, je propose à tout le monde d'analyser sa candidature au travers de ce prisme-là, il a comme modèle la candidature de Trump, qui commence à 3%, qui est fini président de la République. Son fantasme, c'est de réaliser la même trajectoire. Et je pense qu'il a aussi le président Hollande, pour d'autres raisons, qui commence aussi à 3%, qui finit sur beaucoup de malentendus. Quelque part, il pense être, et il le dit d'ailleurs, probablement s'il annonce sa candidature, ce sera en novembre. Pourquoi? Parce que les grands présidents de la 5e ont annoncé leur candidature en novembre, Mitterrand le premier. Donc, il a ça à la fois, il se positionne comme un grand candidat, mais il a aussi ce fantasme de réaliser cette espèce de progression incroyable que l'on a vue, à laquelle on a insisté plusieurs fois dans les jeux démocratiques contemporains. Patrick Ivard, les sondages dont parlait Samy Biazoni disent aussi que, et je crois que c'est vous, Valérie, qui y faisiez allusion, que Éric Zemmour, il a la faculté de parler aux populaires et de parler au CSP+, ce qui est rarissime dans une personnalité politique. Marine Le Pen parle très bien à la France populaire, assez mal aux retraités, assez mal au CSP+. Est-ce que ce n'est pas des vrais atouts dans son jeu ? Forcément, je ne suis pas tout à fait de votre avis, parce que je suis du Rassemblement national, évidemment, et pour moi, le meilleur candidat, c'est bien sûr Marine Le Pen. Mais ce que je constate, c'est la première chose, c'est sur les sondages. Ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'actuellement, les pro-Zemmour ont les yeux fixés sur les sondages électoraux, et ils croient dur comme fer que dès qu'il y a une petite avancée dans les sondages, elle est exacte, etc., et que Zemmour monte, il va monter, etc. Donc pour eux, les sondages, c'est la vérité. On se rend compte que quand les sondages sont défavorables, et après ils vous disent que les sondages sont tous trafiqués. Il y a toujours une marge d'erreur, on sait bien. Donc c'est assez intéressant de voir les pro-Zemmour qui deviennent, j'allais dire, des politiques. Quand les sondages leur sont favorables, les sondages disent la vérité. Quand les sondages leur sont défavorables, ils disent pas la vérité. Déjà, c'est la politique. C'est pour ça. Donc le problème de Zemmour, c'est que c'est quelqu'un que personnellement, je vous le répète, j'apprécie beaucoup, mais qui est
comment dire, c'est un métapolitique. Il fait de la métapolitique, peut-être un petit peu comme Marion Maréchal le fait actuellement. C'est-à-dire que lui, on en arrive aussi à la philosophie avec Antonio Gramsci, peut-être. C'est-à-dire qu'on essaie de prendre le pouvoir, mais en contournant la politique proprement dite, mais en prenant le pouvoir sur un plan culturel, sur un plan idéologique. C'est-à-dire qu'on arrive à parler aux gens, mais sans leur parler directement de politique. Le danger, le problème auquel est confronté Zemmour actuellement, c'est que maintenant, ça ne suffit plus pour lui s'il veut se présenter à la présidentielle, ce qui semble être effectivement un secret de polichinelle, parce que tout le monde s'y attend, et la surprise, ça serait qu'il ne se présente pas. Mais le problème de Zemmour actuellement, ça va être de faire de la politique. Et là, il va se rendre compte que quand on fait de la politique, on prend des coups. Ce qu'il dit est peut-être très juste. Moi, je suis assez d'accord avec ses idées, mais ce qu'il dit, Marine Le Pen et le Rassemblement national, et avant le Front national, et avant Jean-Marie Le Pen, le disaient déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années, sauf que c'était les grands méchants, c'était des gens à abattre. Et là, Zemmour est en train, de mon point de vue, de commettre l'erreur, de se taper la tête contre un mur, sans se rendre compte qu'il est en train d'attaquer l'État profond, et que l'État profond ne va pas se laisser faire, et va lui taper dessus. Alors, on va attendre qu'il se déclare de façon officielle candidat à la présidentielle, mais je crois que Zemmour, malgré toutes ces bonnes idées, qui sont une fois de plus, je le répète, celles que défend le Front National et le Rassemblement National depuis des années, malgré toutes ces bonnes idées, Zemmour va se rendre compte que la politique, c'est quand même très difficile et qu'il va se retrouver avec des histoires de costumes, j'en sais rien, ou de déclaration d'impôts, ou de aller savoir quelle autre histoire qu'on va lui sortir. Et il va se rendre compte que la politique, c'est très difficile quand on s'attaque de front au système qu'il veut combattre. Xavier Leguet, il y a un dicton, enfin une phrase qui dit « on sort toujours de l'ambiguïté à son détriment ». Est-ce que sortir pour Zemmour de l'ambiguïté, c'est-à-dire le fait qu'il dit lui-même qu'il n'est pas encore candidat, il laisse entendre que peut-être il va l'être, il fait un livre qui est une sorte de... en tout cas dont la couverture est une affiche électorale, et ce n'est pas un livre programmatique, donc on peut aussi anticiper qu'il y aura plus tard un livre programmatique. Est-ce que cette sortie de l'ambiguïté, c'est pas quelque chose qu'Éric Zemmour doit craindre? Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre ambiguïté et temps de la réflexion. Déjà, Éric Zemmour le dit très bien, il est dans le temps de la réflexion. Bon, on ne peut pas le forcer, si vous voulez, à tout de suite se déclarer alors qu'il n'en a peut-être pas forcément envie. Ça concerne son être intérieur, ça concerne sa sensibilité propre. Et en ce qui concerne la crédibilité, j'aurais voulu quand même dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ce sont les institutions qui déterminent le politique et pas l'inverse. C'est-à-dire que tout le monde s'adapte en réalité au jeu institutionnel et au système électoral. Vous parlez de la cinquième. Je parle de la cinquième, et je parle de la cinquième avec ces transformations, ces évolutions qui font qu'aujourd'hui, la cinquième telle qu'elle a été pensée originellement n'est plus la même, puisque la cohabitation n'est plus possible, etc. Donc aujourd'hui, on a quand même des gens qui sont dans ce calcul permanent, si vous voulez, de pouvoir satisfaire aux conditions électorales, donc d'adapter le discours en fonction du jeu électoral pour pouvoir accéder au poste de pouvoir. Je pense qu'Éric Zemmour n'est pas dans cette logique-là, et c'est ça qui lui donne sa crédibilité et sa force. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, il le dit très bien, un président, ça doit déterminer un cap, ça doit donner des grandes lignes. Après, le reste, c'est de la technogestion. La technogestion, c'est encore autre chose. On s'entoure d'une équipe, on s'entoure d'experts. Enfin, voilà, c'est de la gestion quotidienne. Lui, il veut donner un cap, il a une ligne. Sa ligne, il la garde, et c'est ça, pour moi, qui donne sa crédibilité. C'est qu'il est sorti de cette logique de toujours s'adapter aux institutions pour, au contraire, ramener des idées dans le jeu politique. Et c'est totalement différent. Mais, alors on va poursuivre sur les institutions de la Ve République, puisque, effectivement, là, l'élection présidentielle précède l'élection législative, et donc, la problématique qui va se poser tout de suite, c'est si on élit Zemmour président, avec quelle majorité? Est-ce qu'il a dans son jeu, dans ses équipes, des gens qui, localement, vont pouvoir prendre cette étiquette-là et devenir des candidats et des députés zémouriens? Ou est-ce qu'au contraire, il va se placer au-dessus de ce jeu-là et gouverner, et alors là on peut craindre la cohabitation, et gouverner avec la majorité qui sortira des urnes? Non, puisqu'en général, on voit par exemple que même quelqu'un de pas très bien élu comme Emmanuel Macron a réussi à avoir une majorité parlementaire avec en ramassant un petit peu à droite, à gauche, avec une espèce de majorité composite qui d'ailleurs lui éclate un petit peu entre les mains à chaque crise. C'est jamais facile. On voit il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour voter. Il y a toujours une majorité, mais dans le cadre institutionnel actuel, si Éric Zemmour était candidat puis était élu président, la logique voudrait qu'il y ait des gens qui se rallient
que ce soit des ralliés de longue date ou des ralliés de la 25e heure, comme on dit, il y aurait toujours des gens pour se rallier, je pense, à la présidence Zemmour et pour lui donner une majorité. Moi, j'ai pas de crainte à ce niveau-là. Je pense simplement qu'en fait, il faut inverser la logique qui est la nôtre depuis maintenant 30 ans et qui font que les gens sont désintéressés, sont un peu dégoûtés de la politique, parce qu'ils se sentent plus représentés. Parce que les gens ne pensent vraiment qu'au poste, ils ne pensent plus aux idées. Et Éric Zemmour ramène des idées. D'accord. Valérie Le Daubigny. Oui, j'ajouterais un point, une chose à laquelle on réfléchit tous depuis longtemps. C'est vrai que cette impasse de la Ve République, ces impasses, on les voit bien. Et cette élection permanente, là, nous avons un président Macron qui dirige peut-être, mais en tout cas qui est nettement en campagne. Et tous les 5 ans, et en fait, on a des gens à la tête de notre pays, ceux qui devraient donner le cap, et pas forcément mettre les mains dans tous les cambouis, je dirais, et être compétents dans tous les domaines. C'est pas forcément ça que nous devrions chercher. Plutôt des gens qui donnent le cap et qui l'ont pour un certain temps. Là, tout le temps, on est tout le temps dans le jeu électoral et finalement, qui fausse tout. Et pour compléter ce que vous disiez, les gens qui se rallient, etc., en ce moment, nous sommes nombreux à sentir que c'est peut-être une des dernières occasions d'avoir une élection qui peut porter nos idées. Je dis nous, je vais parler au nom de la droite hors les murs, si vous voulez, grosso modo. De sentir que pour une fois, on a peut-être une chance. Et moi, je dirais qu'il est prématuré de dire quel sera celui qui portera ces idées-là, mais notre rôle à tous, et ça je l'ai toujours dit dans la droite hors les murs, nous devons tous être prêts à nous agripper, vraiment comme des cellules qui sont prêtes à constituer des molécules et au-delà, pour celui qui, si la fenêtre de tir s'ouvre, est prêt à aller jusqu'au bout. À cette étape, moi j'en suis vraiment là. Et pourquoi vous dites que ce serait une des dernières fois, là, c'est une notion qui m'échappe. Parce que l'on peut vraiment constater que notre pays est en train de sombrer, qu'il y a de fortes menaces, on en reparlera dans le 3e sujet, qui pèsent sur le monde économique, sur les domaines qui me sont chers, la culture, la connaissance, la liberté. La liberté, on ne va peut-être pas l'aborder aujourd'hui, mais donc voyez toutes ces menaces. Donc cette fenêtre-là, c'est maintenant qu'il faut la saisir, et vous pensez que Zemmour devient un porteur possible de ces idées? Un porteur possible. Peut-être pas le porteur, je n'en sais rien. Oui, mais soyons tous prêts à utiliser le canal. On est à 7 mois des élections. On utilise le canal. D'accord. Oui, alors, l'élection de la dernière chance, pas tout à fait, parce que moi je me souviens de 2002, avec le 2e tour, avec Jean-Marie Le Pen au 2e tour, et c'était déjà ce que disaient les partisans de Jean-Marie Le Pen, c'est voter pour Jean-Marie Le Pen en 2002, à la présidentielle de 2002, parce que c'est la dernière chance et qu'après la France va disparaître. Bon, heureusement, la France n'a pas disparu, mais je suis un peu d'accord avec vous. C'est vrai que je ne dis pas que c'est l'élection de la dernière chance, mais le temps presse, quoi. Le temps presse, il faut y aller. Le temps presse. Après, la deuxième chose, Valérie, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre manière de voir les choses concernant la droite hors les murs, parce que le simple fait de parler de droite, ça suppose que le combat politique, il est droite-gauche. À mon avis, ça s'est complètement dépassé. Le combat politique, on l'a déjà eu, et alors, Patrick, gardez vos cartouches pour le 3e sujet. Ah, je dis plus rien ? Non, je suis... Ok, faites-moi passer dans l'ascenseur. Vous vous rendez compte à la manipulation. C'est bon, on a fait un petit tour de piste. Je garde mes cartouches, alors, mais je parlerai plus tard, de mon point de vue, que le clivage, il est plus gauche-droite, quoi. Il est mondialiste, patriote, c'est tout. On en reparlera effectivement, ça nécessite des nuances. On va repartir dans le 3e sujet, parce que, alors là, je vous fais un petit teasing, et vous allez voir que les sondages, ils disent pas ça. Que ce clivage mondialiste, bref, les patriotes, il n'est pas très opérant. Mais voilà, bon, allez, c'est la fin du 1er sujet. Et on se retrouve dans quelques secondes pour le 2e. À tout de suite. Sujet numéro 2. Alors, Agnès Buzyn vient d'être mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Cette mise en examen est provoquée par une des 9 plaintes retenues sur les 14 000, entendez-moi bien, 14 000 plaintes, 9 retenues déposées, et donc qui sont instruites. Et donc il y en a eu 9 qui ont été retenues, et Agnès Buzyn est la première d'une longue liste, puisqu'on sait déjà qu'Olivier Véran, on sait déjà qu'Édouard Philippe, on sait déjà sans doute que Jean Castex seront mis en examen
pour des faits qui leur sont reprochés par des citoyens concernant la période du Covid-19. Ma question, c'est est-ce qu'il vous semble légitime de mettre en accusation des hommes et des femmes politiques pour des faits qui sont une responsabilité politique, et certains contestent de dire que c'est une mise en accusation pénale qui fait l'affaire. Valérie Daubigny. Cette question, on se l'était déjà posée, je me souviens, lorsque nous avions parlé de la mise en examen de Nicolas Sarkozy. On avait parlé de cette nécessité d'avoir une certaine immunité pour de la stabilité. Oui. Mais nous constations... Président de la République et ministre, c'est un peu différent. C'est différent. Donc maintenant, passons au niveau en dessous, ceux qui portent une responsabilité, peut-être pénale. Moi, ça me semble assez juste. Nous sommes ainsi tous un petit peu responsables de nos actes. Il n'y a plus cette dilution de responsabilité. C'est important. C'est important quand on s'engage en politique aussi de savoir que l'on va être responsable de ses actes. Je dirais même que c'est... arrêtez-moi si je suis trop idéaliste, mais c'est même une question de dignité. Moi, je veux bien, dans les responsabilités que l'on me donne, en être redevable, pouvoir les justifier. Vous voyez ? Oui. Bon, ça, c'est dit en passant. Je pense que pour le peuple français qui sort très traumatisé des mois qui se sont passés, traumatisé notamment parce qu'on lui a beaucoup menti. Il sait qu'on lui a menti. Donc, il attend de ce genre de jugement que sorte une vérité et une justice. Au fond de lui-même, il sait qu'il attend peut-être en vain. Nous avions évoqué aussi ce même jour, je me rappelle, Castaner, son prénom m'échappe, je suis navrée. Christophe Castaner, qui était mis lui aussi en accusation par le tribunal administratif de Paris pour des questions de troubles dans des élections au sein de la police. J'ai cherché les résultats de cette mise en examen qui date du mois de février. Il n'y a rien. Donc en fait, on sent bien tous que tout ça peut être un pétard mouillé. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que lorsque l'on apprend que Mme Buzyn est mise en examen, je pense que nous nous souvenons tous de ce 17 février où elle a donné son poste de ministre de la Santé à Olivier Véran. Décidément, j'ai des problèmes avec les prénoms. Ce jour-là, elle pleurait. Et vraiment, moi, je la regardais et je me disais, sur quoi pleurez-vous, Madame Buzyn ? Pleurez-vous sur nous-mêmes, sur ce qui nous attend, sur ce qui attend nos enfants. Pleurez-vous sur vous-même. Et ce que je voudrais voir sortir de ce jugement, mais je n'en vois pas les traces, et je pense que je ne suis pas la seule. Enfin, nous, les Français, on attend de savoir si, effectivement, il y a eu collusion entre son poste et celui de son mari. Est-ce qu'effectivement, le fait que... Voilà, je voulais vous interroger là-dessus. Sur quoi, qu'est-ce qu'on, selon vous, on peut reprocher à Agnès Buzyn ? On peut reprocher à Agnès Buzyn d'avoir été légère au départ. Je me rappelle très bien cette légèreté même de propos en disant « mais bien sûr, nous sommes armés et puis tout cela ne viendra pas jusqu'à nous ». Voilà, ça, on peut lui reprocher. Mais c'est vague. Je vois que les points sur lesquels on appuie particulièrement, c'est les histoires de masques. Elle va s'en sortir par une dilution de responsabilité, c'est évident. Moi, vraiment, c'est sur ces points, par rapport à peut-être la proximité avec son mari, ces histoires d'intérêt. Oui. Et je conclurai en disant que, en tant que ministre de la Santé, étant dans les faits si proche de conflits d'intérêts probables, bien sûr, je ne vais pas me mettre à dire que c'était assuré, mais c'était probable, de suspicion probable, et elle n'était pas à sa place dès le départ. Patrick Ibar, je vous ai vu lever la main. Oui, alors je rebondis sur ce que vient de dire Valérie. Elle est mise en cause pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire que pénalement, la qualification, c'est ça, mise en danger de la vie d'autrui. C'est ça. À savoir que ce que vous appelez légèreté, c'est ça. Elle aurait dû prendre des décisions, elle les a pas prises. Mais attention, parce que c'est un délit, donc il y a un élément moral. Il faut qu'elle ait conscience d'avoir agi en conséquence. Et ça va être un petit peu difficile à mettre en œuvre. C'est le travail des magistrats, on verra bien. Mais d'une façon plus générale, moi, ce que je remarque, c'est que l'oligarchie mondialiste, elle n'aime pas être mise en cause. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que l'oligarchie mondialiste, Buzyn la première, elle est mise en cause parce qu'elle est face à l'échec, j'allais dire, de toute la politique sanitaire de 2020 et de 2021, les masques ou pas les masques, on attend les vaccins, bon, il n'y a pas de traitement. En fait, on se rend compte qu'on nous a menti parce que tout ça, c'était faux. C'était pas vrai. Et au bout du compte, Buzyn, moi, je la trouve très intéressante parce que c'est le maillon faible
Buzyn, elle va balancer, parce qu'elle est fragile, on la sent psychologiquement fragile. Et Buzyn va nous dire, c'est pas moi, et elle va sortir l'argument béton qu'on sort dans ces cas-là, c'est « je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Mais alors, les ordres de qui ? Voilà, donc ça va être intéressant. Les ordres, quand elle interdit la chloroquine en janvier, alors qu'on n'est même pas confiné, c'est les ordres de qui ? Moi, j'aimerais comprendre. Quand on nous dit qu'il n'y a pas de masque, le masque ne sert à rien, là, après, on nous dit que le masque est obligatoire, j'aimerais comprendre. Quand on a Macron, le président de la République... Vous pensez que c'est nécessaire de mettre en examen des hommes politiques ou des femmes politiques pour comprendre, on va dire, le dessous des cartes, la manière dont c'est décidé? Oui, moi ce que je crois, alors c'est nécessaire, attention, mettre en examen des hommes politiques qui sont candidats à une élection présidentielle, je trouve ça dégueulasse. Parce qu'on fausse le jeu politique. Mais mettre en examen des gens qui sont au poste de décision, qui gouvernent le pays et qui prennent des décisions qui sont mauvaises en toute connaissance de cause, parce qu'il y a un élément moral qu'il ne faut pas oublier, ça, je trouve ça normal. Ça me rappelle l'affaire du sang contaminé. Elle n'est pas si vieille que ça, mais je pense qu'on peut faire un parallèle, parce qu'on est sur un plan sanitaire de la même manière. Mais là, l'hydroxychloroquine est interdite en janvier. Pourquoi ? Alors que c'est un médicament qu'on connaît depuis longtemps. Les masques interdits et puis obligatoires, pourquoi ? Macron qui va au théâtre, qui nous dit « sortez, allez au théâtre », et 2 jours plus tard, on est tous confinés. J'aimerais savoir qui nous dirige, quoi. Et je pense que tous ces gens-là nous doivent des explications. Xavier Leguet, vous êtes sur cette ligne-là. Vous avez besoin de voir le personnel politique confronté à ses responsabilités ? Disons que quand on est face à un personnel politique comme celui qu'on a aujourd'hui, on est toujours un petit peu satisfait de le voir se faire un petit peu embêter et envoyer dans les cordes, mais ça pose une question quand même beaucoup plus large qui est celle de la judiciarisation permanente en fait, de tous les rapports sociaux, de la vie politique, etc. C'est-à-dire que la responsabilité, oui, effectivement, ces gens, s'ils ont une responsabilité quelconque, mais je vais y revenir après, s'ils ont une responsabilité quelconque, c'est très bien de les mettre face à leurs responsabilités, éventuellement de les sanctionner le cas échéant. Maintenant, si on en arrive là, je reviens à ce que je disais dans le premier sujet sur la question institutionnelle, c'est parce qu'on a une petite caste qui dirige toute seule, sans contre-pouvoir, sans coalition, sans discussion, de manière totalement arbitraire, et donc un peu au gré du vent. On a des gens qui représentent à peine 20% du corps électoral qui sont aux manettes de tout. Tous les débats parlementaires, les prolongations d'état d'urgence sanitaire, etc., ont été des parodie de démocratie, on l'a vu avec le vote du pass sanitaire, ou même quand l'Assemblée vote mal, on la fait revoter à 5h du matin, enfin c'est du délire absolu. Et aujourd'hui, si on en arrive là à vouloir chercher les responsables, c'est parce que cette gestion, elle a été hasardeuse de bout en bout, en raison justement du fait qu'une petite caste, un petit groupe décide de tout, un petit noyau resserré prend toutes les décisions en n'écoutant absolument personne. Ce qui fait qu'il n'a pas pu y avoir une gestion saine, avec des coalitions, avec des échanges d'arguments, avec, je sais pas moi, une tentative d'équilibre. Non, on est rentré dans une gestion arbitraire, on a fait n'importe quoi au gré du vent, tous les 15 jours on change d'avis. Qu'est-ce que va changer la mise en examen d'Agnès Buzyn ? Parce que d'une certaine manière, certains disent, mais finalement sa responsabilité n'est que politique et elle a déjà été sanctionnée. Elle s'est présentée, souvenez-vous, c'est il n'y a pas si longtemps, ça semble il y a des centaines d'années, mais elle s'est présentée à l'élection municipale pour la mairie de Paris et elle a subi un échec cuisant. Est-ce que ce n'était pas ça, la sanction politique, qui sanctionnait le fait qu'elle avait donné le sentiment de patauger ? Eh bien, on n'élit pas quelqu'un qui patauge. Bon, après, je pense pas qu'on puisse faire un parallèle aussi flagrant, parce que de toute façon, ces élections municipales en 2020, elles sont déroulées dans des conditions qu'on connaît, qui sont complètement délirantes. On a vu les grandes villes tomber aux mains des Verts à cause d'une abstention délirante. Beaucoup de personnes plutôt âgées sont pas allées voter gavé d'informations anxiogènes, enfin bon bref. Mais la question que je me pose en ce qui concerne ce qu'on reproche à Agnès Buzyn et ce qu'on peut reprocher à d'autres, qu'est-ce que ça va être aussi, parce qu'il faut faire attention, est-ce qu'on va leur reprocher d'en avoir trop fait ou pas assez ? Parce que c'est ça, si on leur reproche de ne pas en avoir assez fait, alors qu'on a déjà foutu en l'air toutes les libertés publiques et individuelles depuis 1 an et demi, pour quand même quelque chose d'assez contestable, c'est-à-dire qu'on n'était pas face à Ebola, qu'est-ce qu'on va aller chercher d'autre en fait ? C'est ça, moi, la question que je me pose. Le mensonge, oui, on peut leur reprocher d'avoir menti, on peut leur reprocher d'avoir caché des conflits d'intérêts, effectivement. Ça va être un vrai sujet, je pense, et c'est aussi peut-être ce qui explique tous les problèmes qu'a eu Didier Raoult, etc. Mais il ne faudrait pas non plus, si vous voulez tomber dans l'extrême inverse, le principe de précaution nous a fait beaucoup de mal, et il ne faudrait pas qu'on leur reproche en plus de ne pas avoir assez respecté le principe de précaution, qui est déjà l'alpha et l'oméga de toute la gestion sanitaire. D'accord. Ok. Samy Biazoni, votre regard sur cette question ? Je partage déjà le premier constat de Xavier Leguet, qui est celui de l'extrême judiciarisation du système. Je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver à une démocratie. On voit comment les choses se passent aux États-Unis. Si on veut scléroser un système politique, la meilleure manière de le faire, c'est de semer le doute
dans chacune des prises de décision. Je rappelle quand même que l'objet de ce qu'est la politique, c'est la prise de décision en situation d'incertitude. Là, on était en situation de grande incertitude. Il est vrai, et effectivement, depuis qu'on a appris la mise en examen d'Agnès Buzyn, on a tous revu les images, qu'Agnès Buzyn, qui est suffisamment versée en la matière, dit qu'un masque ne sert à rien, alors qu'on a affaire à un virus. C'est un virus comme un autre. C'est surprenant. Et effectivement, les raisons qui la poussent à dire ça, c'est les raisons qui probablement ont conduit les juges à la mettre en examen, parce qu'il y a eu des comportements qui, manifestement, étaient incohérents avec une forme de réalité un peu établie. Toujours est-il que, pour revenir aux fondamentaux, on est vraiment en situation d'incertitude. Je vous rappelle aussi qu'au même moment, en janvier 2020, l'OMS n'avait pas encore déclaré un cas d'urgence sanitaire à l'échelle planétaire. Mais quelques jours après, elle le faisait. C'est-à-dire qu'il y avait des indices concordants, sérieux, qui ont été dans cette situation-là. Donc ça me paraît très difficile quand même, parce qu'en réalité, un peu philosophiquement, ce qu'on est en train de juger, c'est le machiavélisme en politique. C'est-à-dire que si on découvre aujourd'hui, et si on pense que c'est un raffinement du système démocratique que de découvrir que les hommes politiques, pour faire passer des décisions, parfois travestissent la réalité, je pense qu'on est bien naïf. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie de l'exercice politique. Je ne dis clairement pas qu'on a le droit de mentir et que c'est acceptable moralement ou professionnellement de mentir. Je dis simplement que là, on a quand même affaire à une gestion de crise et que finalement, je vais peut-être conclure sur ce point-là, ce qu'on reproche à la France et les critiques que vous adressez à la gestion désordonnée, Xavier, finalement, on les a vues partout, dans tous les pays d'Europe, voire les pays du monde. Pensez à l'Angleterre qui pariait sur l'unité collective et qui, 2 semaines plus tard, était un des premiers pays à décréter un confinement généralisé. Donc je pense que la personne d'Agnès Buzyn, la personne de Jean Castex, celle d'Édouard Philippe, sont peut-être en cause, mais je pense qu'il faut quand même accepter qu'on était dans un contexte très singulier et que la France n'est pas beaucoup plus mauvaise que les autres si on met en perspective ce qui s'est passé. Elle a été beaucoup plus coercitive. Certains disent que finalement, on juge Agnès Buzyn avec le match terminé, c'est ce qu'elle dit alors que finalement, elle était tout au début du match et que les règles, la connaissance de la maladie, évidemment, le fait que certains parlaient d'une grippette, alors qu'on voit bien qu'il y a eu plus de 100 000 morts, donc c'est difficile de qualifier ça de grippette quand même. Hein. Est-ce qu'on n'est pas en train de, juste par une distorsion du temps, hein, c'est ce que disent certains, de la juger sur de mauvais fondamentaux? Non mais attention Franck, on ne parle pas de morale, là on parle de droit pénal, c'est pas tout à fait la même chose, parce que moralement... Vous êtes un ancien policier, vous êtes un ancien commissaire divisionnaire. C'est donc ça. La justice, les rapports police-justice, vous connaissez très bien. Oui, je connais un petit peu. Oui. Cela étant, vous fait du droit, forcément. Oui, absolument. On ne parle pas de morale, on parle de droit pénal. Oui. Ce qui lui est reproché, ce n'est pas moralement de s'être trompé, c'est d'avoir persisté dans son erreur et puis d'avoir conduit. Je suis désolé, mais il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été soignés. Moi, je trouve que ça, en droit pénal, c'est effectivement, il y a des qualifications. C'est ce qui est reproché à Agnès Buzyn, c'est-à-dire non pas d'avoir pris de mauvaises décisions, parce que là, dans ce cas-là, moralement, on dit elle s'est trompée, et puis on ne va pas la juger parce qu'elle s'est trompée, on est d'accord. Mais d'avoir pris des mauvaises décisions et d'avoir persisté dans ces mauvaises décisions en sachant que ça allait mal tourner pour des gens qui attendent des soins et qui n'en ont pas. Et ça, c'est autre chose. Et là, on est plus dans le schéma qui nous rappelle le sang contaminé. D'accord. Samy Biazoni. C'est une accusation qui est quand même assez lourde parce que je n'ai vu nulle part, ni lu nulle part, ni entendu nulle part qu'il s'agisse de ça, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'on y viendra, et ça c'est tout à fait possible, et ça c'est votre conviction. En revanche, la mise en examen, elle ne porte pas sur ces éléments-là de mise en danger de la vie d'autrui. Exactement, mais mise en danger en raison de la gestion de la crise, et non pas en raison de l'interdiction ou des choix sanitaires qui ont été faits vis-à-vis des traitements existants ou non à l'époque, d'autant plus qu'à ce moment-là, très peu de pays, voire aucun pays avait fait ces mêmes choix. Donc, c'est pas l'objet de la plainte, mais peut-être qu'on y viendra. Je voulais simplement repréciser les choses. Aujourd'hui, il s'agit bien de la gestion sanitaire et des choix et du discours autour de la gestion sanitaire. Valérie Daubigny. Moi, j'ajouterais un petit mot en vous ayant entendu tous les deux parler de l'extrême judiciarisation de la vie politique. Je pense qu'effectivement, je vous rejoins sur le fait que pour que l'on soit appelé à demander des comptes pénalement
si fortement à nos responsables, c'est un très mauvais signe, en fait. C'est un signe que la responsabilité politique, la responsabilité d'hommes, de femmes qui se portent pour mener à bien la destinée d'un pays, cette responsabilité-là est fragile. Elle est malmenée, elle est mal comprise, elle est mal incarnée. Et je pense que ça, on peut le prendre comme un très mauvais signe. Mais il n'y a pas un risque, parce que je prolonge que vous avez vos positions sur la judiciarisation de la vie politique, est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, d'avoir des hommes et des femmes politiques qui ne prendront plus de décisions, qui seront dans l'ouverture de parapluie permanente, et à qui, finalement, ce qu'on pourra reprocher, c'est de n'avoir rien fait, puisque, finalement, les seuls qui prennent des risques, c'est ceux qui vont de l'avant. C'était justement mon propos. C'est-à-dire que je me demande si, au bout d'un moment, à force de leur reprocher d'avoir mal fait les choses, on ne va pas se dire qu'ils ne sont pas allés assez loin dans la précaution permanente. Et c'est ça aussi le risque. C'est-à-dire qu'on est vraiment en fait, sur un espèce de point d'équilibre qui est très malsain, puisque d'un côté, c'est parce qu'il y a plus vraiment de débat démocratique qu'on en arrive à demander des comptes à la justice. Et de l'autre côté, c'est parce qu'on a des gens qui prennent très peu de décisions en réalité parce qu'ils ont toujours peur de faire une erreur, qui du coup peuvent faire des bêtises encore plus grosses avec la crainte en fait de prendre une mauvaise décision, et qu'après on vienne leur reprocher, ce qui les poussera dans un engrenage infernal à ne plus prendre aucune décision. Donc c'est ça le souci. Mais si on remet du débat démocratique et un petit peu de raison et de bon sens, ça ira beaucoup mieux, quoi. J'ajouterais juste un point. Je trouve que ça nous amène aussi à la question fondamentale de la formation des élites. Et on voit bien qu'on a des élites qui, aujourd'hui, sont plus boutiquiers que porteurs de souffle. Des élites qui, par ce jeu démocratique qu'on évoquait tout à l'heure, qui revient tout le temps, ces élections, se gardent à gauche, se gardent à droite, etc. Et finalement, manque peut-être d'audace aussi. Il ne faudrait pas qu'effectivement, ça soit un éteignoir à audace. C'est pas ça que nous voulons. Je pense que la formation des élites, elle est fondamentale, elle est derrière toute cette question. Patrick et vous tous, je vais faire de la provocation, je vous préviens. Mais j'ai lu une opinion qui disait, mais finalement, si les hommes politiques qui étaient au pouvoir sont mis en examen, à quand Philippot, à quand Raoult, à quand Francis Lalanne, des gens qui prennent des positions anti-pass, anti-vax, et à qui certains pourront dire, mais finalement, moi, je vous ai cru. Et puis, mon papa est tombé malade. Moi-même, j'ai passé des mois à l'hôpital et je vis un Covid long à cause de vous. Est-ce qu'il y a, encore une fois, entendez-moi, peut-être que je vous provoque, mais il y a une logique inverse à ce qui se passe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Franck, parce qu'il y a une différence entre le fait d'écouter quelqu'un et de se faire une opinion et de le croire et de se tromper, donc c'est ce que vous dites. Et l'autre chose, c'est non pas d'écouter quelqu'un, mais c'est d'obéir à ce qu'il dit. Parce que là, on n'est pas face à des gens qu'on écoute à la télévision ou ailleurs qui vous disent « ah, ça serait bien de faire ceci, cela ». Non, on est face à des gens qui vous disent « il faut faire ceci ou il faut faire cela ». Une fois de plus, moi, ce que je dis par rapport à nos gouvernants, c'est non pas qu'ils n'ont pas le droit de se tromper. Bien sûr qu'ils ont le droit de se tromper, ce sont des êtres humains comme nous tous, on peut se tromper. Mais non, le problème, c'est pas l'erreur, c'est persister dans l'erreur en sachant que c'en est une. Et ça, c'est pas tout à fait pareil. Et une fois de plus, j'en reviens à ce que je disais, c'est pas une question de morale, c'est une question de droit pénal. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et que nos responsables politiques qui sont aux manettes est une responsabilité pénale, moi je trouve ça normal. Voilà. Mais maintenant, après, ça met en évidence aussi quelque chose, Franck. C'est l'absence de contre-pouvoir, je crois que c'est Xavier qui en parlait, avec la quasi-absence de l'Assemblée nationale, Godillot, là, les En Marche, la quasi-absence de contre-pouvoir de l'Assemblée nationale et même du Sénat, qui en fait n'ont pas joué leur rôle de contre-pouvoir. En France, il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est les médias, le contre-pouvoir, qui ne jouent pas leur rôle, si ce n'est TV Liberté. Bon, pour réagir à cette provocation, Xavier Leguet, vous trouveriez anormal que Didier Raoult soit cherché par des citoyens, parce que la plainte là à laquelle Agnès Buzyn va faire face, elle vient de citoyens. Hein. Oui, mais on peut pas. Enfin, je pense qu'on peut pas tout confondre. On peut pas mettre Raoult, Philippot ou Lalanne dans le même sac, parce que déjà d'un côté il y a des politiques qui prennent des décisions, qu'on les manette, et donc eux qu'on leur demande des responsabilités, des comptes. C'est entendable. Les autres, si ce sont des opposants, comme par exemple Florian Philippot ou Francis Lalanne, on ne peut rien leur dire. Ils font leur travail d'opposants. Mais il faut quand même voir quelque chose, c'est qu'avec des gens comme Lalanne, je ne parle pas de Philippot, parce que Philippot a fait un boulot plutôt intéressant depuis 1 an et demi, mais des gens comme Lalanne sont rendus possibles par Olivier Véran, en fait. C'est le revers de la médaille. Ce sont quand même des gens qui ont acquis une célébrité dans un autre domaine. Francis Lalanne, tout le monde connaît ses chansons. Ça le met en position d'autorité.
Non, ça ne met pas en position d'autorité, non. D'accord. Samy Biazoni, sur cette provocation et ce que certains appellent de leur vœu, d'une certaine manière. Hein. Si en démocratie, on ne peut plus exprimer un point de vue contradictoire, et voire même énoncer des contre-vérités, aussi connues soit-on, je pense qu'on n'est plus en démocratie. Donc pour moi, la question ne se pose absolument pas. Les bêtises, si elles en sont, doivent être démontées par l'exercice de la raison et du débat ouvert et assumé. L'exercice politique est une autre chose. Il y a eu des prises, effectivement, comme le gars le dit très bien, il y a une responsabilité politique qui est engageante, qui a des conséquences et qui s'exerce dans le cadre d'un mandat qui est confié. Donc là, on a une dimension contractuelle qui n'existe pas pour le commun des mortels, pour le citoyen qui a le droit de proférer les insanités qu'il souhaite. C'est triste, parfois. C'est risible, ça a été souvent risible dans le cas du Covid, mais c'est la liberté la plus fondamentale qu'on puisse accorder aux citoyens de notre pays. Très bien. Et si on en venait à Valérie, s'en prendre à ces personnes qui effectivement ont été contre-pouvoir et ont apporté, si on en venait à les attaquer parce qu'ils nous auraient entraînés sur des pistes dangereuses, ce serait vraiment, véritablement dire « je n'ai pas de liberté ». De conscience et de liberté d'opinion et de liberté de choix. Et ça serait encore plus grave. Heureusement, on n'en est pas là. Oui, ok. Très bien. Bon, eh bien, belle conclusion, merci. Rendez-vous dans quelques secondes pour le sujet numéro 3, tout de suite. Rebonjour. Troisième et dernier sujet. 2 études sont parues récemment, l'une dans le journal Le Monde, faite par Ipsos, qui s'appelle Fracture française, et la deuxième dans le magazine Challenge, qui est une étude très vaste, avec 10 000 participants, sur, de manière assez fine, l'opinion des Français, les peurs des Français, les évolutions, puisque en fait, ce sont des études qui sont faites de manière régulière et qui marquent l'évolution de l'opinion. Il se trouve que comme elles sortent régulièrement avant les élections présidentielles, elles permettent d'avoir une photo de l'opinion et sans doute une forme prédicative par rapport aux résultats de la future élection. Et je me tourne vers vous parce que je sais que, Samy, vous avez bossé sur ces 2 études. En tout cas, elles vous ont intéressé. Alors, elles sont très intéressantes. Ce sont un matériau de choix pour radiographier quelque part la société française à un instant donné. Et ce qui est intéressant, ce que vous disiez très bien, c'est qu'effectivement, elles ont le mérite de poser les mêmes questions à échéance régulière. Donc, elles nous permettent, peu ou prou, de sentir un peu l'évolution de l'opinion publique. Maintenant, les 2 sont des études qui souffrent de quelques biais méthodologiques, je n'entrerai pas dans le détail, mais en fait, on voit que les résultats sont très, très influencés lorsqu'on a le détail, et pour certaines questions, le détail est disponible, par le bord politique. Déjà, la première illustration, c'est que selon le bord politique, on n'envisage pas du tout les priorités sociales, les priorités environnementales, les priorités économiques d'un pays, et qu'effectivement, l'absence de redressement alors, sans rentrer dans les questions techniques, mais le fait qu'effectivement, ces sondages ne soient pas complètement corrigés du biais de vote est un peu problématique. Maintenant, lorsqu'on regarde, en fait, une des conclusions de ces 2 études, c'est que les choses n'ont pas l'air d'aller si mal. C'est que, déjà, un des premiers messages, c'est un peu surprenant, c'est que le déclinisme ne s'accroît pas. En fait, le déclinisme est en légère décroissance lui-même et en déclin. Ça c'est contre-intuitif parce qu'on a tous l'impression qu'effectivement, les choses vont de mal en pis. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, les choses vont très bien. Ça veut simplement dire que on a, et il ne faut pas l'oublier, la France a subi des traumas très lourds. On a eu les attentats autour de 2015. On a eu la crise du Covid. Et là, quand on pose la question aux Français, finalement, on est un peu plus loin de ça. C'est-à-dire qu'on a un peu moins de peur du terrorisme, la situation américaine a un peu évolué, le Covid semble passer. Donc en fait, il y a un vrai biais à ces études-là, c'est-à-dire que le déclinisme semble en déclin, mais c'est aussi on pose la question à un moment où effectivement, il y a des facteurs qui concourent à ce qu'on se sente un petit peu mieux. Maintenant, je voulais simplement illustrer un deuxième point, mais on pourra revenir sur différents aspects de l'étude. C'est que j'illustrais le fait qu'on avait des visions du monde très différentes selon nos bords politiques. Il y a une autre dimension qui se ressort très clairement, celle-là qui est bien redressée, c'est bien qui est corrigée et prise en compte par ce travail, qui est celui des générations. Ouais. En fait, on se rend compte que cela ne sert plus à rien
si tant est qu'un jour ça avait été utile, de parler des Français. Il n'y a plus de Français en tant que communauté, en tant que généralité. Les générations ne votent pas du tout de la même manière, c'est pas nouveau. Le président Sarkozy s'est fait élire par les retraités. Sans les retraités, il aurait largement perdu l'élection. On retrouve ça. Il y a une vraie fracture quant aux enjeux de demain et assez peu, finalement, d'éléments qui parviennent à rassembler. Je vais prendre un exemple qui, d'ailleurs, a été très maltraité dans les médias, c'est celui de la question environnementale. Il y a une question qui demande aux Français, parmi ses préoccupations, en listant un certain nombre de préoccupations, quelles sont les plus importantes. Et l'environnement arrive en premier. Sauf que lorsqu'on regarde un petit peu plus loin dans le sondage et qu'on demande aux Français quelles sont vos priorités, la défense de la nature et de l'environnement arrive beaucoup plus loin. Et un hiatus extrêmement important, il vient du fait que la perception de la temporalité, des priorités, est extrêmement biaisée, varie beaucoup en fonction des catégories de population, et que ce qui peut paraître comme un enjeu important pour tout le monde de loin, n'est pas l'enjeu réel, l'enjeu politique, et donc l'enjeu d'une élection. C'est aussi ce qu'illustre ces sondages. Merci. Valérie Daubigny, est-ce que vous vous êtes retrouvée dans ces études? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous dites, l'image ressemble à ce que je pense? Écoutez, Franck, je ne peux pas m'empêcher de dire que nous sommes tous hantés par ces messages publicitaires d'État qui nous disent qu'il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas discuter, ce sont les chiffres. Et j'arrêtais pas d'avoir cette chose en boucle dans la tête en examinant ces chiffres. Donc les chiffres, on en prend, on en laisse, effectivement. J'aime bien ce genre d'études, parce que c'est vrai, sociologiquement, c'est intéressant d'entrer peut-être dans des mentalités qui sont loin des nôtres, etc. Essayer de voir quelles sont les permanences. Je l'ai regardé peut-être à la lumière de ce qui m'intéresse le plus, voir par exemple où se situe l'intérêt pour la famille dans tout le spectre. Moi aussi, j'ai décelé une petite incohérence dans ces réponses. Beaucoup de personnes disent finalement, moi, mon premier recours, c'est la famille. Bien sûr. Ça sera, on voit que c'est la cellule de repli en cas de crise. Voire de tremplin. Si j'ai un projet, si je veux investir, c'est à partir de là que je vais partir. Très bien. Et lorsque l'on dit êtes-vous prêt à sacrifier un peu de votre confort pour la famille en difficulté, je fais ça large, là on passe en dessous des 40%, beaucoup moins de gens sont prêts. Donc je me dis, on sort aussi dans cette période, la famille a été malmenée, les liens intergénérationnels, on ne va pas y revenir. Finalement, qu'avons-nous appris ? Sommes-nous prêts aujourd'hui à sacrifier de notre confort pour accueillir la génération du dessus ou pour être plus ouverts à l'accueil de la vie, donc plus ouverts à élargir les familles? Non. Donc la famille, attention, ça devient un concept qui, d'ailleurs l'observateur de l'enquête le dit, le côté pépère de la vie. Il dit pépère, je trouve que c'est pas idiot. Il faut vraiment regarder ça de près. On y reviendra peut-être tout à l'heure, cette question de natalité, je trouve que ça aussi c'est très important à faire entrer en ligne de compte pour voir le moral des Français. D'accord, merci. On fait un premier tour de piste. Patrick Ivard. Oui, alors ce sondage-là sur 10 000 personnes, c'est intéressant, mais ça m'a un peu rappelé les statistiques policières, quoi. C'est-à-dire qu'on leur fait dire un peu ce qu'on veut, quoi, au bout du compte. J'ai trouvé quelques contradictions. J'ai noté que les personnes qui avaient été sondées avaient assez peu confiance en l'État, enfin que la confiance en l'État diminuait, me semble-t-il, et qu'à côté de ça, alors, que pensez-vous de vos élus? Ouais, ça va, je les aime bien. Ils disent pas tout à fait ça. Ils disent qu'ils aiment bien les élus de proximité, le maire, mais plus c'est loin, moins ils ont confiance. Ah ben évidemment, puisqu'on se rapproche de Bruxelles, donc ils ont moins confiance. Ouais. Mais ce qui veut dire aussi que l'État, c'est quand même assez lointain pour eux, et qu'ils ont confiance dans la démocratie de proximité. Bon, ça ne les a pas empêchés aux 3/4 de ne pas aller voter aux élections municipales quand elles ont eu lieu. Ça aussi, il faut le savoir. Les mêmes qui ont été sondés, je trouve ça curieux de savoir s'ils se sont déplacés pour aller voter aux municipales quand elles ont eu lieu. Et puis après aussi, il y a un sondage, une question qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'on leur a demandé, mais vos élus, les pensez-vous corrompus ou pas? Et là, la réponse, elle est quand même assez inquiétante, parce qu'ils trouvent qu'ils sont quand même pas mal corrompus, quoi, leurs élus. Alors, ils n'ont pas confiance en l'État, ils trouvent que les élus sont corrompus, mais ils aiment quand même bien leurs élus, quoi. Alors j'ai trouvé que c'était quand même assez contradictoire comme résultat. Voilà. D'accord. Xavier Leguet. Je me suis un peu fait la même réflexion que Patrick Ivard, c'est-à-dire qu'on voit que les gens répondent à des questions. Alors déjà, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Par exemple, leur confiance en la démocratie, ok, c'est très bien, ils ont confiance en la démocratie, mais ça ne les intéresse plus, mais ils ont quand même confiance. Puis qu'est-ce qu'on entend par démocratie? La démocratie en général, la démocratie telle qu'on la vit, la démocratie macronienne. Donc ça, c'est toujours un peu particulier. Il y a
quelque chose aussi de quasi orwellien, puisque effectivement les gens expliquent que leurs élus de proximité sont super sympas, mais dans certaines villes, à 80%, ils vont pas voter. Voilà, on réécrit un petit peu l'histoire. Ce sont les contradictions des Français. Oui, c'est les contradictions des Français, mais en fait, il y a un côté un peu Miss France, en fait, dans tout ça, c'est-à-dire qu'ils prennent position sur des grands enjeux. On voit une autre question, par exemple, quelles sont les valeurs auxquelles vous attachez le plus d'importance? Alors, on a des grands trucs, genre liberté, justice, machin, égalité. On voit que la liberté arrive en premier, alors c'est super drôle. Toujours. 74% de gens adorent la liberté, mais ils montrent leur petit QR code pour aller prendre un café. Ils se sont enfermés pendant 6 mois quand on leur a dit. Enfin, ils ont absolument respecté tout en bronchant en disant oui, c'est très important. Donc, ouais, ils prennent position en fait sur des grands thèmes parce que ça fait bien, parce que c'est chouette, et ça ne nous dit pas grand-chose en fait, en réalité. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Pourtant, on voit les chiffres qui bougent. Hein. Non, allez-y, Valérie. Je vous en prie, Franck. Oui, je me disais aussi, voyons où sont les failles et là où il faudrait travailler. L'une que l'on peut déceler, je pense, c'est l'engagement pour le bien commun. C'est intéressant, on comprend que l'engagement pour le bien commun, finalement, par tous les corps intermédiaires qui ont eux aussi été si malmenés ces derniers temps, on comprend que ce sont des engagements qui sont plus basés sur la sensibilité, sur l'émotion, plus que sur le temps long. Là, je pense que c'est une piste de travail pour nous tous, d'abord de faire cette éducation au bien commun, et qui pourrait peut-être rejoindre, justement, je veux dire, redensifier tout ce qui est entre les personnes, et je ne dirais sûrement pas les individus, mais les personnes et l'État. Et finalement, ce sont toutes ces étapes, tout ce corps, tout ce tissu. Je pense aux syndicats, je pense aux associations, je pense tout ce qui fait les corps intermédiaires. La famille en fait partie. Je pense que c'est là que nous avons du pain sur la planche et du beau pain. D'accord. Moi, je vais vous dire, il y a une chose qui m'a frappé dans cette étude, mais que l'on retrouve d'une étude à l'autre, c'est toujours le fait que les gens sont pessimistes sur la situation en général, disent que ça va mal, et quand on leur demande de parler d'eux, de leur famille, de leur entourage, ils disent « on est super heureux, on vit bien, et nous sommes très confiants ». Comment voyez-vous cette contradiction qui n'arrive pas à porter le cercle intime et à le généraliser? Samy Biazoni. Je pense que ça illustre le fait qu'il y a aujourd'hui un désaveu, une désillusion vis-à-vis du système politique, du système démocratique. Effectivement, lorsqu'on entend, et là, pour le coup, c'est pas très théorique, les gens dire qu'à plus de 65%, et c'est un invariant, hein, c'est-à-dire que ce chiffre-là, il oscille entre 65 et 70 selon le sondage, que les élus sont corrompus ou pourraient l'être assez massivement, c'est relativement inquiétant. C'est-à-dire qu'on comprend tout à fait le désamour qui, aujourd'hui, lie les Français à leurs élus, même si individuellement, mais ça, c'est aussi des effets de distorsion. C'est-à-dire que beaucoup habitent dans des petites villes, l'essentiel des Français n'habitent pas les grandes métropoles urbaines, donc ont un rapport direct à leurs élus, effectivement aiment leurs élus en tant qu'individus, en tant que voisins presque souvent. Donc il faut quand même se méfier de cet effet. Maintenant, ce que ça dit du système et ce que ça dit de l'état d'esprit, c'est que les choses ne vont pas si mal dans notre pays. Bien évidemment, des choses dysfonctionnent. Bien évidemment, on a beaucoup à rebâtir. On a quand même la chance d'être un pays qui a beaucoup d'atouts. Oui, Samy, mais comment expliquez-vous? Je vous coupe parce que je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais comment expliquez-vous que si votre diagnostic, les choses ne vont pas si mal, pourquoi les gens sont-ils si pessimistes en général et si optimistes, heureux dans leur particulier? C'est quoi cette différence? Je pense qu'il y a véritablement aujourd'hui un système politique et démocratique qui est à bout de souffle. C'est-à-dire qui ne représente plus, qui ne résonne plus avec les aspirations individuelles. C'est la question du futur, en fait. Il y a le présent, c'est mon état tel qu'il est, avec ma famille, avec mon environnement proche, et le système politique, c'est mon futur. La question qui porte d'ailleurs sur le futur des individus ne dit pas ce que vous dites. 10% des plus de 55 ans, selon ce sondage-là, considèrent que leur situation ne va pas... seuls 10% considèrent que la situation va s'améliorer, par exemple. Vous avez raison. Et à peine la moitié des gens qui sont des actifs. Donc, en fait, c'est ce rapport à la temporalité. C'est qu'effectivement, quand je regarde par le petit bout de la lorgnette, les choses ne vont pas si mal, et c'est vrai, un pays qui tourne,
Maintenant, les perspectives sont mauvaises, les grands enjeux ne donnent pas de raison d'espérer. Patrick Ivard, je vous ai vu lever la main. Oui, parce que le sondage, ça me fait un peu penser à l'école des fans, quoi. Effectivement, quand on leur demande aux gens... Miss France d'un côté, l'école des fans. Mais non, mais voilà, est-ce que vous êtes pour la démocratie? Est-ce que vous êtes pour les libertés? Bah oui, je suis pour la démocratie, je suis pour les libertés. Et puis après, effectivement, quand on leur demande de mettre un masque, même la nuit, en se couchant, ils le font. Parce qu'on leur demande, ils le font. Donc ça, c'est un peu contradictoire. Mais je ne suis pas tout à fait de votre avis quand vous dites, je crois que c'est Samy qui disait, que les gens sont heureux en famille. J'allais dire, c'est pas tellement le terme, mais pour eux, la famille est une valeur. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que quand l'État se casse la figure, ils se replient vers une valeur sûre. Et la valeur sûre pour eux, c'est l'entourage familial. Alors, on en revient à la crise sanitaire. Bien sûr que la famille, c'est une valeur refuge, en quelque sorte, parce que quand on a perdu son boulot et qu'on ne peut plus payer son loyer, qu'est-ce qu'on fait? On retourne chez papa-maman. Moi, j'en sais quelque chose. J'ai un de mes fils qui est revenu à la maison pour ces raisons-là. Donc, effectivement, on retourne vers ce en quoi on croit, mais sur ce quoi on peut compter, c'est-à-dire la famille. Parce que dans la structure de notre société, le truc qui tient la route, encore, même si c'est bien malmené, ça reste la famille. Donc, bien sûr qu'on aime sa famille, mais la famille, surtout ce que veut dire ce sondage, me semble-t-il, avec les réserves que j'ai pu émettre concernant la validité des sondages. Ce que ce sondage veut dire, c'est qu'on n'a plus confiance en l'État. L'État, de toutes les façons, fait ce qu'il veut, et qu'on vote ou qu'on vote pas, il fera quand même ce qu'il voudra. Sachant, pardon, mais c'est contradictoire ce que vous venez de dire, parce que si les gens sont si obéissants pour présenter le QR code, ce que vous disiez, pour mettre un masque, c'est aussi parce qu'ils ont confiance, finalement, dans celui qui décide, dans l'État, dans les dirigeants. C'est la coercition. À qui on obéit? C'est la coercition. C'est la coercition. C'est la coercition. Et le fait d'avoir, ce que vous disiez tout à l'heure, détruit les corps intermédiaires qui sont essentiels en démocratie, c'est 30 ans, 40 ans de néolibéralisme qui ont détruit tous les lieux de socialisation intermédiaire pour laisser que des individus atomisés à la merci d'un État de plus en plus tentaculaire. Donc c'est de la soumission. Mais complètement, oui. C'est de la soumission. Totalement. Patrick. Vous faites un sondage dans le camion qui amène les moutons à l'abattoir et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, on n'est pas en colère d'aller à l'abattoir, mais le camion il n'est pas très confortable. En gros c'est ça, quoi. Je veux dire, les gens ils sont pas très contents parce que dans leur vie quotidienne, au quotidien ça se passe pas tout à fait comme ils veulent, mais ils se rendent pas compte, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que la France se casse la figure parce que l'État ne nous défend pas, et c'est transversal avec les autres sujets qu'on a pu évoquer jusqu'à présent. Il faut quand même que l'État, les gens qui représentent l'État soient un peu responsables devant le peuple de temps en temps, et qu'ils expliquent un peu pourquoi est-ce qu'ils prennent de mauvaises décisions en sachant que ce sont de mauvaises décisions. Et puis il faut qu'ils nous expliquent pourquoi tout ce qu'on fait, toutes les mesures qui sont prises en France, on nous explique aussi qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas faire autrement parce que c'est Bruxelles, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Il vient d'où le pouvoir? Il vient du peuple, et le peuple c'est nous, et le peuple c'est la famille aussi, c'est le noyau familial, c'est les individus qui se regroupent dans la famille. Et c'est ça ce que veut dire aussi ce sondage, c'est que la vraie vie, elle n'est pas en haut, elle est en bas, elle est dans le peuple. Oui. C'est ça ce que ça veut dire. Dans la vie quotidienne, dans la vraie vie quotidienne de la famille. Valérie, vous allez avoir le mot de la fin. Je voulais vous remercier, Samy. En fait, je pense que vous avez extrêmement bien éclairé ce hiatus apparent entre les réponses pour tout de suite et les réponses pour l'avenir. Et là, ça nous montre une chose, c'est que nous sommes dans une société qui est devenue extrêmement matérialiste et qui n'a plus d'idéal. Et pour se projeter dans le futur, pour se projeter pour les générations qui viennent, il faut avoir un idéal. Et c'est sans doute là qu'il faut travailler. Et là, je vais peut-être finir sur une note qui pourrait relancer un autre débat. Mais nous sommes quand même en France, dans un pays où une grossesse sur 3 aboutit à un avortement. Tout cela, c'est tout de même quelque chose que nous portons lourd sur nos épaules en termes de culpabilité, en termes de poids, et des choses qui ne s'expriment pas dans un sondage et dans des petites cases. Alors, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est vraiment un autre sujet. Mais faites-moi confiance, on l'abordera. Allez, vous êtes satisfait de ce débat? On est arrivé au bout des choses. Voilà, nous rendez-vous alors ça ne va pas être dans 15 jours, ce sera dans 3 semaines, tout début octobre. Des questions d'alternance avec Bistro Liberté. Et donc rendez-vous dans 3 semaines pour 4 beaux invités, 3 beaux sujets. D'ici là, l'actualité aura beaucoup avancé. On vous en reparlera. À bientôt.